Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que nous sommes restés toujours naïfs. Nous étions naïfs. Et nous sommes encore naïfs. C'est-à-dire, depuis 1959 jusqu'à nos jours. Et pourquoi? Parce qu'avec un dénominateur commun comme Sassou Nguesso, nous n'arrivons pas à nous entendre sur un projet commun. C'est-à-dire, Sassou dégage. On n'arrive pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette culture du bouc émissaire. La faute toujours à l'autre. Ah oui, c'est la faute des nordistes, c'est la faute des sudistes. Au Congo, c'est ça. Hein? Imaginez en France, pour ceux qui vivent en France, par exemple, on dit, ah, c'est la faute des gens qui sont au-dessus de la loi. C'est la faute des gens qui sont au-dessus de la loi. Et c'est la faute des gens qui sont du côté de l'océan Atlantique. Ah, c'est les Méditerranéens, c'est des... Bon, vous voyez ça? On n'arrive pas. Il y a un problème. Anthropologique déjà. Et puis culturel d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, oui, cette culture de bouc émissaire est dans l'ADN des Congolais d'ailleurs, devant tout, parce que ça se voit à l'échelle... Il faut voir même les situations congolaises à l'échelle bantou, c'est-à-dire celle du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, bon, bien entendu, je parle du tribalisme, l'ethnocentrisme. Vous savez qu'en Afrique, avant d'être cadre civil et militaire, on est avant tout d'appartenance tribale. Et cette appartenance tribale, quand il y a des tribus qui sont minorités, ils se coalisent, ils forment des majorités compactes qu'on appelle les ethnocentristes, hein, l'ethnocentrisme. Au Congo, on appelle ça ce que j'interprète comme géopolitique. On parle de nord-sud au Congo. Et aussi, on parlait avant de l'Ari Congo, ou de Nibolek, ou de Mboshi, ou de... Vous voyez, tout ça, c'est jamais vu dans cette anthropologie, qui est là toujours en train de se déclasser, se ridiculiser elle-même. Mesdames, Messieurs, oui, bien sûr, on n'arrive pas à s'entendre sur un projet commun pour faire partie de l'éducateur. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours au cœur de l'enjeu des problématiques, des intérêts particuliers et partisans. Bien sûr que les acteurs, cadres civils et militaires qui sont aux affaires, à travers les différents régimes, ont toujours su utiliser leur tribu ou leur majorité compacte, ethno-régionaliste, comme des bétails politiques. Ils se servent d'eux pour, voilà, s'affirmer. Voilà, on connaît les tribus, on connaît les... Nous, au Congo, là-bas, on le sait. On dirait qu'il y a des gens qui parlent, tu as desquels, voilà, ils savent. Il y a des trucs qu'on se respecte parce que c'est ça. On est au cœur des zones tribales. C'est des fonctions un peu... C'est des... Comment on peut dire ça? C'est des organisations, même des comportements un peu primaires, quoi. Voilà, par rapport aux enjeux actuels des nouvelles synthèses et des civilisations nouvelles qui sont liées au niveau des convictions, des courants de pensée, des modèles de société, des utopies autres. Mais eux, ils sont toujours au centre. Donc, ils sont ici dans la civilisation, ou d'ailleurs là-bas, ou ailleurs. Bon, mais ils n'y parviennent pas à repenser un écosystème culturel, économique, politique et sociétal à leur échelle. Et toujours la culture de bouc émissaire. Donc, je répète que si nous n'arrivions pas au Congo à faire partie de Sassou Nguesso, s'entendre comme un seul peuple, il y a bien sûr ces paramètres-là précités. C'est-à-dire la culture du bouc émissaire, et soit de l'assistanat, donc on attend que les autres viennent nous aider à s'en sortir de là. Comme si la liberté, la dignité devait être s'achète. Non. Je pense qu'elle doit... Elle se mérite. Donc il faut l'arracher et la mettre en pratique. Mesdames, Messieurs, bon, je vous ai parlé du tribalisme ethnocentrique. Donc on a dans nos organisations, par exemple ici, on est au Moyen-Âge, hein, européen. Mais là, c'est au Moyen-Âge africain, au XXIe siècle. Même si on utilise l'ordinateur, télécommunication, et tout ce que vous connaissez. Mais leur mentalité, habitudes et comportements sont encore à certains stades, c'est-à-dire d'évolution humaine. Mesdames, Messieurs, oui, c'était un particulier, je vous l'ai dit. Mesdames, Messieurs, donc, suite aux problématiques précitées, je vous informe qu'il y a 3 tendances qui se dégagent au Congo. Je ne vous cache pas. 3 tendances majeures se dégagent au Congo. Bon, je ne veux pas parler des pourcentages, parce que les pourcentages, il faut voir au niveau du peuple et aussi au niveau des cadres civils
et militaire, parce que l'Afrique noire est en déclassement, surtout l'Afrique francophone, est en déclassement chronique, pas à cause du peuple. Le peuple a su toujours défendre l'intérêt général. Quand on lui présentait quelqu'un qui représentait l'intérêt général, il a su toujours voter ces personnes. Mais il arrive que pour des problématiques, des tribalistes, des innocentiques, même en fonction des majorités, ils ont même contesté. Certains même contesté. Parce que, prenons le cas de Mokoko. Oui, Mokoko aujourd'hui contesté. Non pas par le peuple, puisque le peuple l'a placé premier ou deuxième, mais par cette oligarchie cadres civils et militaires qui sont des soi-disant intellectuels, qui sont à l'origine d'ailleurs des problématiques que connaît l'Afrique noire aujourd'hui. C'est des classements, c'est des humanismes, c'est des civilisations où tout un continent aujourd'hui, autogéré par des intelligences venues de l'extérieur. Et ils sont là en train de chercher toujours les amalgames. Par exemple, le cas du Congo, je vous informe que le cas de Mokoko, il y a beaucoup de cadres civils et militaires, en tenant compte de la géopolitique nationale, ils contestent d'ailleurs que Mokoko est arrivé au pouvoir par chance. Et non, il a été placé la première ou deuxième par défaut. C'est comme si on disait Lissouba en 92 a été placé là par le peuple premier par défaut. Donc on est dans cette guerre géopolitique qui n'a pas cessé d'exister depuis 1959 jusqu'à nos jours au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, oui. Donc suite aux problématiques précitées, je vous informe qu'il y a trois tendances qui s'affirment et s'affrontent, ils se contestent, s'unissent. Ils sont souvent en antagonisme, bien sûr, quand les forces représentent ces majorités compactes nord-sud. Mais ils sont souvent dialogiques quand il s'agit de voir l'intérêt du peuple et quand ils voient qu'ils sont tous menacés. Et maintenant, voilà, et à ce moment, on s'unit, voilà. C'est comme les Congolais, c'est comme les hérissons. Vous connaissez les hérissons avec ces piquants, hein, ces petits herbivores qui ressemblent comme au porte-pique en Afrique noire, hein, dans les tropiques. L'hérisson, il a des piquants. Mais quand il fait froid, ils se regroupent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, aussitôt ils se séparent. Parce qu'ils n'ont pas de piquants. Nous sommes comme ça aussi. Au ce moment, ce que je veux vous relater, ça représente cette vie des hérissons. Ces petits herbivores qui vivent dans les plaines et voilà, en Occident, ici en Europe, voilà, on le voit. Hérisson. Écrivez hérisson. H et R-I-S. Voilà. Vous connaissez. Voilà. Donc, tapez ça, vous allez voir qu'ils se regroupent. Hein, quand il fait froid, ils se regroupent entre eux. Mais dès que, comme ils ont des piquants, c'est pas. Nous sommes comme ça en Afrique. Parce que sinon, ça se serait. Depuis l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme, qui est d'ailleurs entretenu par les Africains eux-mêmes, en tenant compte de ces problématiques précitées. Mesdames, Messieurs, oui, trois tendances s'affrontent au Congo. La première tendance est celle de le Congo reste une république unie, indivisible, une et indivisible. Voilà, bien sûr qu'on est dans le modèle jacobin, c'est-à-dire un pouvoir centralisé, c'est-à-dire un pouvoir d'en haut, dirigé d'en haut vers le bas. Donc, avec ce type de modèle, en tenant compte de ces problématiques de tribalisme, de ethnocentrisme, et aussi, surtout, des intérêts particuliers et partisans des uns et des autres, des acteurs là, ils viennent faire leur marché. Hein. Ils font des business, ils sont là pour leur fonction politique, c'est-à-dire pour leur train de vie et autres. Hein. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien. Donc, si ce mot reste sur ce modèle jacobin, c'est la vérité, beaucoup de régions, des petites tribus minoritaires n'auront jamais un président. Même si vous êtes intelligent, autre. Je pense que nous avons 65 tribus au Congo-Brazzaville. 65 tribus pour un pays de 342 000 km². 342 000 km² pour 5 millions d'habitants. Et même cette population en train de décroître parce que le dictateur en train de réduire aussi toute la population parce que son but final est que le Congo, il reste plus que 1 million d'habitants, simplement des gens de sa tribu et autres.
Bon, vous connaissez ça. Donc, le Congo est en train de... Il y a un génocide là qui se passe là. Et nous ne sommes pas capables de nous responsabiliser pour mettre hors d'état de nuire ce monsieur, mais à cause de ces problématiques. Donc, le modèle jacobin, c'est-à-dire un pouvoir central, voilà, donc dirigé par un... Donc, on attend que, bon, on ait quelqu'un vraiment épris des valeurs de liberté, de travail, de sens de l'intérêt général, mais ça, on attendra longtemps. Mais on a toujours remarqué que, vous savez que le Congo-Brazzaville a connu que deux systèmes politiques. Deux régimes politiques. On a connu, non, bien sûr, bon, je dirais trois. Voilà. Trois, c'était, la démocratie, c'était court, hein, seulement pendant un an. C'est-à-dire entre 1991 et 1992. Pendant la période de transition. Mais le reste du temps, depuis les 57 ans d'indépendance, nous avons connu des régimes dictatoriaux. Que des régimes dictatoriaux. Donc, 95% des régimes politiques que nous avons connus au Congo depuis 1960-59 jusqu'à nos jours, ce fut que des régimes dictatoriaux, à tendance tribalisme, ethnocentrique et autres. Ça n'a jamais changé. Youlou, il y a eu des tribalismes politiques. Massaba Dema, pareil. Marien Goyou, pareil. Yombi, Sassou Nguesso 1. Et aujourd'hui, Sassou Nguesso 2 et 3. Mais nous avons connu aussi une période de démocrature. C'est-à-dire, on a élu un président démocratiquement élu. Dès qu'il est arrivé, il a utilisé ce qu'on appelle la démocrature. Condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir toujours centralisé. Le modèle est le même, hein, ça n'a pas changé. Pouvoir centralisé, on donne des ordres, on déclasse, on fait, voilà. Donc c'est ça. Il n'y a pas eu de démocratie. Donc le modèle jacobin là, aujourd'hui, bon, au niveau de la population, l'ignorance est la pire des souffrances. Oui, il me semble que les populations rêvent de ça. Ils disent non mais écoutez, si on peut être ensemble, et voilà, c'est bien, c'est modèle, mais la population ne peut rien faire parce qu'avec ces pseudo-élites, avec leurs intérêts particuliers, partisans, ben, dès qu'on critique quelqu'un, et on devient appartenance. Moi, par exemple, moi, j'ai dit non. À l'époque, j'ai dit non, mais je suis pour Mokoko parce que c'est un esprit libre. Parce qu'il a une histoire politique qui a permis la démocratie. Et on m'a fiché parce que je suis de la tribu de Mokoko. On m'a fiché ça. Je suis fiché maintenant comme ça. Donc, si demain, Sassou Nguesso le tue ou fait ce qu'il veut, oui, il sera plus là. On va dire, ah oui, mais les gars de Mokoko, voilà. Mais Mokoko a une tribu, a des partisans, a un peuple. Et aussi sa famille, ses enfants, petits-enfants demain. Donc, arrêtez de faire. Donc, on reste dans des amalgames. Pour les Makaya d'ailleurs. Donc, on peut tout les critiquer, on peut tout chercher les amalgames autres. Mais non, non, arrêtons pas les amalgames. L'Africain, le Congolais, est dans cette dynamique de amalgames et de négationnisme. Et surtout aussi d'une certaine naïveté. Parce qu'on croit que celui qui est de ta tribu est celui le meilleur qui va te représenter. Bien au contraire. Parce qu'on a eu des cas. Marine Gwabi s'en souviendra. Hein. Et d'ailleurs, Lissouba aussi. Mesdames, messieurs, oui, le modèle, c'est-à-dire la tendance jacobine, ou le modèle jacobin, c'est-à-dire le pouvoir central, les gens pensent à ça. Mais il me semble que si on ne tient que compte de ça, donc nous allons avoir des individus au pouvoir en haut qui vont nous donner des ordres en bas. Et quand tout est centralisé, c'est bureaucratique et la bureaucratie n'avance pas les choses. Il faut sortir de la bureaucratie. Donc on va rester dans la bureaucratie. Donc c'est un monde là. Donc il y a une petite partie des gens qui sont là, hein, comme ça, ils donnent des ordres aux autres. Non, je n'aime pas les ordres. Je n'aime pas recevoir les ordres des uns des autres parce que ils sont donnés ici, ils ont des convictions autres, mais ce n'est pas vrai. Au vu des éléments que je vous ai précités, que la situation politique au Congo n'a pas évolué depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Sinon, ça se saurait avec un pays aussi riche. Les gens devaient être motivés, repenser les modèles de société, le modèle d'écosystème sociétal, oui, bien sûr. Mais là, incapable. Bon, on le voit. Bon. Mesdames, messieurs, la deuxième tendance, c'est celle de la partition. Et ça, elle est alimentée en majoritairement par les sudistes. Même au sein de la diaspora. Ils font le jeu de... Non, mais au niveau des... Moi, j'ai des réseaux, officines ou d'autres qui regardent.
Parce qu'entre eux, ils font un jeu du chat et la souris. Donc les gens ont compris que bon, ben, ces tendances-là, c'est-à-dire partir et diviser le Congo au nord-sud. Donc, c'est-à-dire, quand vous voyez la carte du Congo, c'est-à-dire au nord de Brazzaville, à partir d'une région qui appelle les plateaux, la rivière Léfini. Donc, ça coupe 2/3 du territoire congolais, 40% de la population congolaise. Ceux qui sont déjà au nord là-bas, ceux qui vont migrer pour repartir au nord, ça fait 40% de la population. Les frontières de ce nouveau État du Nord Congo, il y aura avec le Gabon, le Cameroun et la République centrafricaine et aussi la République démocratique du Congo et majoritairement la partie nord parce qu'il y a beaucoup en République démocratique, en sort de Lingala, c'est majoritairement cette région nord de la République démocratique. Donc il y aura des alliés des deux côtés, entre les Téké, Lingala et tout ça sur la République démocratique du Congo et aussi d'autres tribus en partant par la Centrafrique avec les Oubangiens et ou les Cameroun avec les Ndjem, ou même les Gabon avec les Kota et tout ça. Voilà. Bref, au sud, vous aurez 1/3 du territoire avec 60% de la population actuelle. Donc, il y aura les frontières avec la République démocratique du Congo, bien sûr, Brazzaville, Brazzaville, Pointe-Noire, tout ça, toutes ces villes léguées par les colons, plus la frontière avec le Gabon, bien sûr, et l'Angola via l'enclave du Cabinda, et sans oublier l'ouverture à la mer. Et c'est cela. Donc, aujourd'hui, les ressources du Congo aujourd'hui sont avec le pétrole. Donc, c'est ça. Mais en ce qui concerne les ressources de ces... Donc, il y a bien sûr tout le Congo, c'est un bassin. Nous sommes le bassin du Congo qui est le plus riche en faune et en flore et en ressources minières et tout ce que vous connaissez. Partout, il y en a. Donc, il n'y a pas de problème là. C'est un problème d'individu. Donc, nous, les gens disent non, mais aujourd'hui, pourquoi ils cherchent la répartition? Parce que pour les partisans de cette partition, majoritairement du sud Congo, parce qu'ils disent que le nord c'est Sassou Nguesso. Moi je suis du nord, je suis de la région de Sassou Nguesso. Bon, le nord c'est Sassou Nguesso. Bon, on peut ou ne pas contester Sassou Nguesso dans le nord, on est toujours fiché Sassou Nguesso. Même si on dit non, je ne suis pas pour Sassou, ben, vous êtes fiché. Donc le nord c'est Sassou Nguesso. C'est le problème du Congo. Parce que la situation actuelle, c'est les nordistes qui sont responsables. Même si aujourd'hui, depuis que ce soit dictateur, 33 ans, il a toujours travaillé à moitié-moitié avec les sudistes. Mais il responsabilise toujours les nordistes que c'est le problème. Donc le nordiste, c'est la barbarie, par exemple. Les nordistes ont toujours tendance à dominer les sudistes. Les nordistes ont toujours tendance à ne pas aimer les sudistes. Ça, c'est ce que les adeptes qui disent là sur les places, les médias sociaux, réseaux sociaux, sites internet, sur toute la disant, tout ce monde sait. Vous savez que les gens, au niveau des officines, qui soient du nord ou du sud, des gens écoutent et regardent ça. Mais les stratégies, ça. Mais c'est que ces mêmes, aujourd'hui, ils sont en face d'un dictateur qui est pour la scission. Mais ces mêmes qui sont là, au lieu d'aller, qui font les allers et retours entre Brazzaville et Paris ou autres, mais ils ne sont pas en capacité de voir avec les dictateurs et pour faire la scission. Ils ne sont pas en capacité. Mais qu'est-ce qu'il est vraiment? Il y a un dictateur et pour. Il y a eu cette théorie. Mais pourquoi ne pas faire la scission? Et maintenant? Donc c'est le problème. Donc, mais du côté du sud, du nord Congo, ben, les gens disent, bon, ben, si cela peut arriver, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout éperdument. Nous ne sommes pas tous incompétents au nord. Et d'ailleurs, ils ne sont pas tous compétents. Sinon, ça se saurait. Donc, ils disent ça dans les officines. Donc, vous voyez la tension générale. Donc, ce qui alimente l'enjeu de la partition, c'est-à-dire cherche à déplacer les problèmes. Donc, en voulant déplacer les problèmes, on déplace aussi les solutions. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Donc, on ne peut pas répéter, croire ou répéter à la fois les mêmes pensées, les mêmes erreurs, les mêmes amalgames, en quoi qu'on pourra changer le monde à cette échelle. Bien au contraire. Mesdames, Messieurs, oui, je dis que nous sommes au cœur de la culture du bouc émissaire, à cette échelle. Parce que la faute pour les nordistes, c'est les sudistes. Comme on l'a dit à l'époque, les sudistes ont tué Marien Ngouabi, alors que c'était les nordistes. Bakongo Babomi,
Marengwabi. Et même dans le sud, les problèmes de l'Issouba et tout ça, c'est la faute aux nordistes. Mais pas eux. Donc on cherche toujours la culture des boucs émissaires. Et ça commence à bien faire. Donc nous sommes au cœur des majorités compactes à caractère tribal et ethnocentrique qui sont là pour repenser que seule la scission, comme on le voit au nord, sud-ouest, sud-sud-ouest, bon, d'autres cherchent que si vous cherchez la scission, ça sera la guerre. D'autres, on pourra trouver les justes équilibres. Voilà. Donc tout ça, mais je pense que s'il y a un référendum et une bonne campagne qui pourra être faite, je pense qu'une courte majorité aurait opté pour la scission parce que pour les sudistes, comme l'a dit au Congo, ils pensent que les nordistes c'est le diable, les nordistes c'est moi. Moi je suis nordiste, hein. La même région, je suis le diable, je suis l'incompétent, je suis le barbare et autres. Donc c'est pas association. Vous savez qu'en droit pénal, la responsabilité pénale n'est pas par association, elle est individuelle. Mais il me semble qu'en Afrique, la responsabilité pénale, elle est collective. Et c'est que ça sont des choses faites dans la partie sud Congo. Donc il y aura des impacts sur la partie nord. Donc il me semble que certains partisans ou même esprits du pouvoir, ils pensent que si on fait la partition, par exemple demain, on pourra s'échapper à ces points, on pourra se retrouver dans la partie nord et on aura fait. Et d'autres aussi du sud qui disent non mais tous ces sudistes qui ont travaillé avec Sassou Nguesso vont tous se répartir à être au nord là-bas. Mais non, c'est le paradoxe. Non, ils sont du sud, puisqu'on veut la scission au nord parce que bon, il faudra définir qu'est-ce qu'un sudiste, à partir de quoi. Le nord, quoi c'est quoi. Il faut trouver, est-ce que moi qui est né au sud du Congo, moi je suis du nord, de la région de la Kivette, la région de Mokoko, la tribu de Mokoko, le général Mokoko, le président élu, c'est la tribu voisine avec le président Marengwabi et Yobi Opango. Et aussi la tribu voisine avec Sassou Nguesso. Nous sommes dans la même région, mais je conteste ce régime. Donc j'ai un esprit libre. Mais quand je parle de Mokoko, on vient me dire, oui, voilà, c'est les Aquas, voilà, c'est tribalistes, ils pensent que non. S'il n'y avait pas Mokoko, il y aurait peut-être un autre. Mais il est sincère, il a eu une crédibilité au niveau du peuple. Il a eu une crédibilité au niveau historique, celui qui aura permis la tenue de la conférence nationale. Sinon, ça se sera, on connaît la suite. Et aujourd'hui, qui en empêchera que s'il y avait ce problème de hold-up électoral, général Okoye, Mboshi, les Sassou, aurait pu empêcher le hold-up électoral. Mais pourquoi ne l'a pas empêché? Mais pourquoi revenir toujours à la charge de Mokoko? Et pourquoi en 97, pendant la guerre, on n'aurait pas pu chercher une solution, n'est pas faire la guerre. Mais pourquoi on cherche toujours là où il n'y a pas? Donc il y a un problème, toujours on revient sur ce problème de tribalisme, de cette organisation, cet état d'esprit un peu primaire ou primitif ou moyenâgeux qui est toujours au sein de cette élite. Parce que je vous informe que le problème du Congo, ce n'est pas le peuple. Le peuple assure toujours là où se trouvent ses intérêts. Mais c'est toujours la classe politique qui déclasse, qui divise. Donc au sein même de la diaspora, par exemple, de France, elle est aujourd'hui en défiance totale entre individus. Vous savez que dans toutes les relations humaines, il y a trois mots-clés. Hein? Les relations humaines, qu'elles soient sociales, économiques, autres, politiques, autres, il y a trois mots-clés. Confiance, méfiance et défiance. On fait souvent confiance à un individu, à quelqu'un, à un produit, à une marque, à une entreprise, à une association, à un État, à des institutions, etc., etc. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. C'est la suite est logique. Mais quand la méfiance devient répétitive, et c'est là qu'on rentre dans la défiance, l'évitement. Donc aujourd'hui, on s'évite. Même aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité de s'entendre sur un projet commun, alors que ce monsieur qui a des moyens d'intelligence énormes, qui s'est accaparé des moyens de l'État congolais, qui est en train de déclasser ce pays, le déshumaniser, les tuer, assassiner, traquer et autres, pour simplement son existence, même si aujourd'hui, nous, au Congo, on n'a plus de partenaires économiques, ni diplomatiques, ou onusiennes, autres. Le Congo est abandonné, tout ça, c'est un complot contre un peuple. Bien sûr que ce dictateur n'est pas éternel, n'est pas immortel, le peuple est éternel.
Ce qu'il a fait là-bas, il y a 9 personnes sur 10 au Congo qui ont des embrouilles avec ce monsieur. Donc, imaginez les conséquences sur le futur président du Congo après ce monsieur-là. Je vous dis le futur président du Congo après ce monsieur-là, en fonction des éléments et de ce qui va arriver dans toute la sous-région. Donc, nous sommes seuls et nous ne sommes pas en capacité de nous unir à cause de ces problèmes de partition, de tribalisme et autres qui alimentent ces trucs-là. Moi, en terminant donc sur cette partie, cette tendance, je pense que 50% des nordistes disent pourquoi pas. Mais 70% des intellectuels, cadres civils sudistes, disent oui, 70%, oui, ils sont pour. Donc on attend le taux d'indemnisation. Pour les autres, c'est-à-dire, le problème au niveau des... Le problème, c'est pas au niveau du peuple. Non, le problème, c'est pas au niveau du peuple. Le peuple s'en foutra. On peut diviser, non, oui, ils restent là-bas dans la jungle, autres, ils sont rien de faux. Ils n'ont jamais bénéficié de ça. Sauf ceux qui vivent dans les villes. Le reste, c'est rien du tout. Bon, donc, ça, c'est entre vous. Ça, donc, faites attention avec vos idées. Ceux qui aujourd'hui prônent la partition du Congo au nord-sud, qu'ils aillent maintenant à Brazzaville. Parce que Sassou est pour. Et vous avez des alliés entre là. Venez faire ça là-bas. Pourquoi vous attendez encore que Sassou Nguesso part et à chute, l'éducateur chute, et vous allez revenir pour créer tous les amalgames autres. Mais il me semble que nous avons un cadre légal qui s'appelle Constitution. Et toutes les constitutions, depuis 1959 à nos jours, même celles du dictateur, ont toujours prôné que le Congo reste une et indivisible. Donc celui qui viendra après Sassou Nguesso, s'il ne peut pas le faire avec un pouvoir, s'il viendra après, vous rentrez, soit vous serez arrêté parce que vous serez comme quelqu'un qui est ennemi des intérêts du pays, ou foutu en prison. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ne revenez pas à alimenter ces amalgames alors que vous avez un individu qui est en périphérie ou en longuement pour ça, Sassou Nguesso. C'est lui qui a divisé le pays. Allez, vous travaillez avec lui maintenant. Maintenant, si vous n'y parvenez pas, maintenant, arrêtez. Sassou Tom, vous ne parlez plus. Parce qu'il y a des esprits, je vous informe, ces esprits-là, qui sont pour la partition. Ils sont du nord au sud. D'autres disent oui, qu'il faut là. Des jours où ils vont répartir au Congo là-bas, qu'ils soient un pouvoir du nord au nord, ils arrivent, on les arrête. On les juge, on les fout en prison. Parce qu'ils n'ont pas les capacités de repenser l'autre. Ils sont là pour créer des amalgames, du négationnisme et autres. Et ce qui nuit gravement à l'évolution de notre continent, surtout à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, oui. La troisième tendance, c'est le fédéralisme. Ça, c'est moi. Moi, je pense que, en tenant compte des problématiques précitées, des tendances précitées, vous voyez que la situation est compliquée. Moi, je dis que face aux contraintes, on dit qu'il y a une chance. Parce que la vie, c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Je dis que, bon ben, puisque tout individu au Congo ou en Afrique noire, avant d'être intellectuel, cadre civil ou politique communautaire, on est avant tout d'appartenance tribale. Mais si on dit oui, il ne faut pas aller contre cette culture, oui, cette biodiversité culturelle. Nous, au Congo, on a 65 tribus. Donc, il y a des alliances, des appartenances, des antagonistes, autres entre tribus, complémentarité, autres, des synergies, autres. Donc, on peut trouver le juste équilibre au niveau du recensement général et de la population et créer des régions-États où le pouvoir sera autogéré au cœur des zones tribales. Donc, il va se poser les problèmes de répartition des compétences et aussi des ressources. Surtout des ressources naturelles que nous disposons là-bas et aussi des ressources financières, humaines et autres. Donc, moi, j'ai une région semi-autonome, donc je suis élu au suffrage universel au niveau de ma région État. Donc, je peux aller chercher des partenaires économiques ailleurs dans le monde et venir développer ma région. Est-ce que je veux penser que ma région devient une région universitaire ou une région écologique ou une région industrielle donc c'est ça. Mais en tenant compte des cadres communs qui est déjà défini au niveau fédéral, c'est-à-dire la République, au niveau de la répartition des compétences et des ressources au niveau d'abord régional et aussi au niveau fédéral. Donc il faut repenser, il y a des modèles de fédéralisme qui existent partout dans le monde. Nous devons les copier et les adapter à nos réalités culturelles.
sociétale. Mesdames et messieurs, oui. Donc, je connais les atouts de ma région. Je vais prendre par exemple le cas déjà de la répartition. Un cas simple. Nous avons une région qui s'appelle la région de la Kivette centrale. Je suis pas parce que je suis originaire de la région, parce qu'on peut mieux parler de sa région. Bref, je suis de la région de la Kivette centrale, là où passe l'équateur au Congo-Brazzaville. La région de la Kivette centrale. Donc, il y a 4 ou 5 tribus dans cette région. Ces tribus s'entendent plus ou moins. D'abord, la tribu majoritaire, c'est chez moi, Makwa, sur l'équateur, avec mon coco, chez moi. Après, la deuxième tribu, c'est Sassou Nguesso, les Mboshi. Après, la troisième tribu, c'est les Kouyou, les Marengwabi. Et après, la quatrième tribu, c'est les Likuba, de Mosaka, qu'on appelle les Ngala. Et il y a un peu de minorités comme les Moy, du côté de Makotipoko, et aussi les Teke mélangés avec les Mboshi, du côté d'Okoyo. Bon, bref. On peut trouver les justes équilibres. Est-ce qu'on va rester une région unie? Sachant que 60% de cette région est composée de forêts. 40% de savanes. Si on voit l'ensemble du territoire, il regroupe les plus grandes rivières de l'eau. Il y a tout, hein, l'eau. Bon, les plus importants, c'est la Likwala, côté haut. Mais nous sommes le deuxième dans le nord au niveau des réseaux hydrographiques. Donc, sans oublier que nous avons aussi le parc national de Djala, qui est en périphérie. Ces maillons-là, au niveau biodiversité faunistique et floristique. Sans oublier les potentiels miniers, des diamants, du uranium et autres. Bon, ça on ne peut pas. Bon, je vous informe que toutes les régions du Congo sont riches. Commençons par là, le Kwilu, celui qui alimente aujourd'hui en gaz et en pétrole le Congo-Brazzaville, au niveau des ressources de l'État. Le Congo est le 4e pays producteur de pétrole, c'est à cause de cette région-là qu'on appelle la ville de Pointe-Noire. Voilà. C'est les Vili, Yombé, voilà. Bon, donc, ça c'est très important. Après le Niari. Le Niari, il y a moitié forêt, moitié savane, avec des terres agricoles riches. Et donc, c'est une région à développer. Et aussi, bon, dans cette région, bon, ben, il y a plusieurs tribus. Hein. Par exemple, c'est le Niari, il y a les Kouni, il y a des Dondo, il y a des Tiangui, il y a des Teke, il y a, bon, bref, je ne vais pas tous les citer. Bon, on arrive à la Bouenza. La Bouenza, il y a les Kamba, les Dondo, les Kamba, les Dondo, les bébés, et aussi certains Sundi et autres. Bon, donc, c'est des régions, des terres agricoles avec des potentiels de développement agricole et technologique énormes. Ce qui concerne ça. Bon, après, le pool, la région stratégique du Congo, parce qu'il y a l'interface entre nature et société. Voilà, donc c'est vraiment la synthèse. Donc on peut développer, chacun peut faire. Bon, on arrive les plateaux. Les plateaux, c'est comme on appelle les plateaux, c'est la savane. C'est celle qui regroupe quand on parle de Congo, parce que nous sommes dans un bassin de forêt. On parle des plateaux, c'est la région où il y a des plaines, avec des vallées encaissées et autres. Mais il y a aussi en périphérie de l'autre, il y a la Likoumou, avec le massif du Chahu. Et donc c'est des régions vraiment où il y a des Teke et tout ça, mais c'est des régions très très riches. Et nous arrivons à la cuvette ouest, c'est égal comme la cuvette centrale, et puis la Sanga, la région ferrale, donc il y a beaucoup de minéraux, de fer et autres là-bas. Sans oublier les forêts, les bois et tout ça. La Likwala, c'est vraiment, c'est quelque part l'Amazonie, l'Amazonie du Congo. Tout est là-bas. Donc, vous regardez, on peut trouver les justes équilibres entre les régions, trouver là où les régions faire les synthèses d'abord population et écosystème. C'est-à-dire, quelles sont les tribus qui s'entendent entre eux. Je pourrais voir sur la région de la Kivette. Moi, je fais partie de la région de la Kivette. Donc, je dis qu'on peut scinder ça en 4 régions, par exemple. Parce que c'est la région déjà qui couvre autour de 40 et quelques mille kilomètres carrés. Déjà, Makwa peut prendre déjà 10 000 kilomètres carrés. Monaco, c'est pas grand-chose. Hein. Mais il y a des autres. Donc, il suffit d'avoir déjà, ce n'est pas la superficie.
Voilà, ok. Plus le pouvoir, vous êtes concentré en tribus, donc la cuvette, par exemple, on peut la diviser en 4 régions, ou en 3 régions, par exemple. La région de l'Équateur Makwa, chez moi, et la région de Kouyou, et l'Emboshi, et l'Engala, hein, vers Mosaka, en face avec la République démocratique du Congo, là où toutes les jonctions du fleuve Congo, c'est énorme, c'est une liaison à potentialité, et pisciculture et autres, voilà, donc du tourisme hydrique et autres. Bon, donc vous pouvez voir ça. Donc ça, c'est des Andés. Mais de côté de Okoyo, ils peuvent peut-être rejoindre les plateaux, les Téké ou les Ressavé de Mboshi, ou même aller vers la cuvette ouest. Donc on peut repenser ça. Ça, c'est au niveau de la répartition. Il faudra faire ça. Maintenant, après, moi, il faudrait voir les compétences. Donc moi, je suis élu de ma tribu, donc de ma région, donc je peux aller chercher des partenaires économiques et développer. Donc nous pouvons avoir une diversité d'abord de régions, des complémentarités, des régions autonomes, semi-développées. Mais non, tout ce que nous allons avoir comme ressources au niveau région-État, donc quelle sera la part de l'État fédéral? Comment accéder au poste de l'État fédéral? Donc il faut avoir, soit tu vas pas avoir concours ou sur dossier, ou sur proposition de la demande en fonction des tribus. Si on veut avoir 100 policiers dans la République fédérale, bon, hein, policiers fédéraux, donc on dit chaque région va apporter par exemple 10. S'il y a 10 régions, chaque région va nous proposer 10 policiers. Donc on peut faire cet équilibre-là. Donc les gens viennent pour défendre la nation. Donc chaque région pourra envoyer des meilleurs des meilleurs. On parlera, ah tiens, le meilleur policier, le meilleur ceci, le meilleur soldat ou le meilleur président vient de cette région. Donc il y aura une compétition, c'est-à-dire on rentre dans la compétition entre régions et aussi complémentarité entre régions parce qu'il y aura une diversité, vous pourrez arriver. On n'aura plus des régions standardisées ou des villes standardisées ou des villages standardisés parce que chacun cherchera à imaginer. Parce que moi, par exemple, là, je sors de Brazzaville. Je viens chercher des partenaires économiques ici en Occident ou ailleurs au Nord. Donc je vais là-bas. J'ai la rivière Mambili, Lobi, la Nicolas Mosaka, l'Ouesso et le Kouyou qui vient aussi vers chez nous. Bon, donc je peux trouver des juste équilibres là, le tourisme vert et faire les trucs. Construire l'aéroport massif de Makwa et faire les trucs. Les avions qui arrivent à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou dans la Songa ou à Ouesso, ils peuvent nous amener des touristes à Makwa et après on va faire les trucs, les excursions. Il y a des TVA, on paye des trucs, on développe, on crée des universités. Moi je crée des centres de recherche et développement, de tout ça. Donc on peut tout repenser. Donc les problèmes du tribalisme politique sera complètement banni. Arrêtez. Donc l'avenir du Congo est dans le fédéralisme. Donc dès que Sassou Nguesso chute, nous tous ensemble pour le fédéralisme. Et on va définir, tout sera... Moi, je suis un homme pratique. Je n'aime pas les trucs... moi, je parle vraiment intellectuellement, oui. Mais quand il s'agit des trucs, on sera pratique. On va modéliser ça. Techniquement, quelle est la place des uns et des autres? Tu arrives à Brazzaville, où est-ce que je vais faire mon choix? Ah, j'ai le choix, c'est aller... comme j'ai la nationalité congolaise, bon, j'ai le choix, c'est aller travailler dans la tribu ou au niveau fédéral. Mais au niveau privé, vous pouvez aller partout, avoir des postes partout. Au niveau privé, des sociétés privées, entreprises, voilà. Mais au niveau des administrations publiques, vous pouvez avoir des postes dans votre région si que vous êtes originaire ou fiché comme né ou originaire de cette région. Mais au niveau fédéral, ça ne sera pas voie d'admission ou par concours ou autre. Donc il faudra répartir ces compétences pour créer cette diversité. Maintenant, parlons des compétences au niveau fédéral. Bon, donc le fédéralisme, on peut lui donner des compétences. Déjà l'armée, les armées, donc il sera là pour protéger les territoires. Donc il faudra des moyens coercitifs pour qu'il n'y ait pas des vérités de type indépendantiste, autre. Non, parce que si une région est plus dynamique et économique, je peux dire, ah, moi je deviens indépendant ou non, non. Donc ça sera, donc il faudra que ce sera dans les lois organiques et tout ça là, qui seront mis à cet effet dans la constitution de la République fédérale, d'où l'enjeu de la période de transition
de 5 ans ensemble pour expérimenter et repenser ça ensemble. Bon, après, il y a la justice, oui. Bien sûr qu'il faudra repenser ça, la justice fédérale avec les juges, mais aussi des juges, voilà, le problème de pouvoir et contre-pouvoir, d'abord au niveau fédéral et aussi au niveau régional, parce qu'il y a des régions qui peuvent peut-être être plus dures du point de vue judiciaire que d'autres. Donc il faut voir ça entre eux. S'il y a des régions qui nous gênent, qui sont plus... Donc vous êtes libre de faire votre loi à ce niveau, mais en restant dans un cadre judiciaire fédéral. Déjà, ça c'est le modèle, le socle. Mais après, je vais parler de quoi? L'éducation, oui. L'éducation, par exemple, il faudra repenser ça. L'éducation nationale, hein, l'enseignement supérieur et la recherche. Il faudra aussi penser les problématiques de ce que j'appelle la santé, les hôpitaux et autres. Et tout ce qui est du cadre du système public. Voilà. Donc il faut tout. C'est facile. C'est pas, non, c'est pas dire que c'est facile, mais c'est possible. Il suffit d'ajouter les neurones. C'est tout. Si on ajoute les neurones, c'est bon. Et les modèles existent partout. On fait ça, on fait un cadre, on se retrouve dans une période de transition. On sort Mokoko et revient président de la période de transition avec les Polé Makaya et tous ces ministres et autres, les premiers ministres, je ne sais pas quoi, s'ils sont en vie. Et s'ils ne sont pas en vie, et nous rentrons dans une folie d'extrémisme qui va peut-être annuler ça. Mais dans tous les cas, je laisse ça parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Donc il ne suffit pas d'avoir des bagages intellectuels autres, mais il faut savoir là où les déposer. Je vous les dépose là parce que je ne sais pas si je peux mourir à tout instant, on ne sait jamais. Donc je vous laisse ça. Si demain on arrive là, l'idée sera la République fédérale. En tenant compte des modèles qui existent déjà partout dans le monde et l'adapter à notre écosystème. Comme font les Chinois. Les Chinois, c'est du biomimétisme total. C'est-à-dire l'art de copier la nature. C'est le biomimétisme, c'est la chose qui permet de copier la nature. Les Chinois, ils regardent un téléphone, ils copient. Ils regardent un ordinateur, ils copient. Ils regardent un jeu, ils copient. Et ça marche. Bon, donc nous devons copier aussi ce que les autres ont fait de meilleur. Et ça, en l'adaptant à notre écosystème culturel et sociétal. Je dirais politique. Voilà, donc il faut repenser ça pour que nous ayons demain des pouvoirs autogérés d'en bas, hein, vers le haut, et non l'inverse. Parce que qui dit inverse, d'en haut vers le bas, il y a toujours abus de pouvoir. Et aussi tenant compte des mentalités des uns et des autres, du cynisme des uns et des autres, de l'histoire de la psychanalyse des uns et des autres, qui aurait cru que nous aurons le dictateur le plus criminogène du continent noir. Ça sont des choses. Et si demain nous avons encore d'autres de puissants, nous allons laisser tout un pays avec des individus, avec des gens qui n'ont même pas de conviction, bien sûr. Donc le but est de déclasser un petit peu le pouvoir politique. Bien sûr que dans ce modèle politique de fédéralisme, le pouvoir sera au niveau de l'exécutif. Le président n'aura qu'un rôle symbolique. On déclasse le pouvoir politique au niveau haut. Donc vous devez faire ministre, président, vous n'aurez qu'un rôle symbolique pendant 5 ans parce que vous étiez meilleur avec des critères bien précis. Âge 70 ans, qui a fait des preuves, qui a été unité, autre. Voilà, on les met là. Minimum 70 ans, qui a fait ses preuves, qui est un homme comme un sage, qui a appris, qui a été à l'école, qui a un esprit, qui a des convictions, qui a des principes. Il est dans l'universalisme. Ces gens comme ça, il sera président de la République. Maintenant, le reste, il peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, il peut devenir premier ministre. Ça, on laisse la liberté, les jeunes, la jeunesse. Avec l'esprit, avec la civilisation 3.002, il peut avoir des esprits pour penser le Congo de demain ensemble et repenser ça. Mais on va leur donner un cadre déjà juridique, en tenant compte de ce pouvoir autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Moi-même, je suis contre le pouvoir autogéré d'en haut vers le bas. Donc moi, si j'y arrive le Congo, moi, ma philosophie sera simplement d'être au cœur de ces écuries, de ces oligarchies ou de ces officines pour qu'on déclasse le pouvoir politique, pour qu'il soit au service de l'intérêt général. Et que demain, vous pouvez apporter la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la sécurité, à la justice, aux soins, à l'éducation, formation, à l'emploi, au cadre de vie, en tenant compte
c'est-à-dire l'urbanisme et l'habitat. Espace vert, mobilité, transport en commun, tout ça. Et sans oublier, surtout, ce qui est des loisirs, la culture et autres. Donc il faut repenser ça, apporter ce but de la condition humaine à notre échelle. Nous avons les capacités, nous sommes en capacité, individuelle et collective qui nous manquent. Mais nous n'arrivons pas à nous entendre pour avancer parce qu'il y a ces problèmes précités tout au long de cette vidéo. Nous devons décliner ça et tous ensemble vers l'expérimentation d'une République fédérale au Congo. Tous ensemble pour la République fédérale. Tous ensemble pour la République fédérale. Tous ensemble pour la République fédérale. Tout ensemble pour la République fédérale. Tout ensemble pour la République fédérale. Tout ensemble pour la République fédérale. Allez, bonne journée à vous tous.